L'archéologie, ce n'est pas simplement l'histoire d'Astérix, puisque si on prend simplement le cas de la Franche-Comté, on connaît l'existence de l'homme dans notre région depuis au moins 400 000 ans, ce qui doit représenter l'équivalent de, au minimum, 15 000 générations. L'archéologue, c'est un petit peu le détective du passé, c'est celui qui va chercher les traces, un peu comme l'aviateur qui voit de très haut ce qui se passe sur le sol. L'archéologue a cette vision d'ensemble et il va chercher ensuite, dans le détail, comment vivaient les hommes qui nous ont précédés. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça permet, par exemple, de découvrir les traces de civilisations très anciennes. Si on prend l'exemple de Chalain, la distance de temps qui nous sépare des gens qui ont vécu là il y a 6000 ans représente l'équivalent d'environ 200 générations. Et ça représente aussi 3 fois la distance de temps qui nous sépare du Christ. Ici, sur les bords du lac de Chalain, sur la rive occidentale, et sur une longueur de 1,3 km environ, on a la chance de posséder un des sites d'habitat les plus extraordinaires d'Europe occidentale, comprenant 22 à 23 groupes de villages qui se sont succédés dans le temps sur 2 millénaires, schématiquement entre 4000 et 2000 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que pendant une période de 2000 ans, le lac a attiré les gens pour y construire leurs villages. Ces gens étaient des cultivateurs et trouvaient là des positions retranchées, défensives, contre les autres communautés. Mais en fait, depuis, le lac a continué à attirer les gens, que ce soit pour la pêche ou tout à fait d'autres données. Les manuels scolaires ont largement diffusé l'image idyllique de cités lacustres, bâties en pleine eau et reliées à la terre ferme par des passerelles, les habitants vêtus de peaux de bêtes gardant un air sauvage. Actuellement, il faut dire que nous avons abandonné toutes ces images et en particulier nos recherches en Afrique occidentale nous ont donné énormément de renseignements sur la situation des villages par rapport au niveau de l'eau. Ces gens étaient réellement des agriculteurs. Ils avaient leurs champs en forêt et dans ces champs, ils semaient, généralement au printemps, ils semaient du lin, du pavot, donc des espèces qui ne sont pratiquement plus cultivées maintenant, mais surtout de l'orge et 2 espèces de blé différentes. Ces pommes carbonisées, ces graines avec des noisettes, des baies de... toute une série de baies sauvages qui ont été collectées, ces céréales carbonisées, sont en fait des fruits qui datent du néolithique, donc qui ont entre 5 à 6 000 ans. Une telle pomme carbonisée est une pomme sauvage qui a été coupée en 2, qui a été séchée au four sur des claies et ensuite stockée pendant tout l'hiver pour assurer la soudure entre la saison d'automne et les premières récoltes de printemps. Dans un site de terre ferme habituel, tel qu'on en fouille des milliers en France, tout ça n'existe pas. On trouve au mieux des silex, des outils en pierre, des choses qui sont durables et qui ne se décomposent pas, tandis qu'au bord des lacs, on peut parler du régime alimentaire des gens, des façons culturelles, les manières de cultiver les champs, des formes de défrichement. On retrouve les copeaux, on retrouve les caramels alimentaires carbonisés au fond des récipients, ce qui nous donne le cas extrême d'une vie quotidienne qui a été miraculeusement fossilisée depuis 6000 ans. À partir de ces vestiges archéologiques très bien conservés, nous nous proposons de vérifier les hypothèses de l'archéologue et de reconstituer tout ou partie d'un village que l'on pourra visiter. D'une part, ça nous permettra de vérifier nos hypothèses. D'autre part, les gens pourront venir toucher du doigt leur passé ou des éléments de leur passé. Il sera tout à fait intéressant de voir comment réagissent les habitants du village le plus proche, par exemple, le village de Marigny, en voyant un passé reconstitué et qui est très différent probablement de celui qu'ils peuvent imaginer. Ils vivaient peut-être un peu plus sauvagement qu'aujourd'hui. Ils vivaient peut-être plus, rattachés à la nature que nous, quoi.
On n'a pas l'impression que ces gens connaissaient des troubles ou la guerre ou des choses comme ça. J'ai l'impression que c'était une vie assez tranquille de cueillette, de culture ici au bord du lac. Comme ils étaient itinérants, ils partaient, il y en a d'autres qui revenaient, on faisait la reconstruction, des nouvelles huttes, et ainsi de suite. On pouvait, suivant ce qu'il y avait à manger, hein, Là, quand je crois on qu'il y a avait une question de nourriture aussi. Oui, c'est ça, une question de nourriture. Quand il n'y avait plus rien à manger, on allait ailleurs, et puis d'autres revenaient, ainsi de suite. Il devait peut-être travailler un peu de bois pour essayer de faire, je sais pas, moi. Des bêtes. Non. Des bêtes, c'était là. Est-ce que toi aussi tu ressens ces gens comme tes ancêtres aussi? Ah oui, oui. Moi, peut-être plus que mes enfants, parce que c'était quand même les premiers paysans. Ils ont commencé ici à cultiver, et disons qu'on en a assuré la suite. Moi, je pense que si, pour nous, c'est bien nos ancêtres. La communauté archéologique est un monde très varié. Il y a d'abord les professionnels, qui sont par exemple des archéologues du CNRS ou de la direction des antiquités. Puis il y a aussi tous les amateurs. Et je crois que chacun connaît dans son voisinage quelqu'un qui s'intéresse à l'archéologie, qui a fait des fouilles, qui a fait des prospections sur des champs après des labours. Bon, je suis agriculteur dans le secteur. On a des champs un peu dans ce secteur-là. Et bon, les silex, jusqu'à l'année dernière, bon, on en voyait dans les champs, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et puis, bon, il a fallu qu'un préhistorien vienne faire une fouille dans un de nos champs pour que finalement je m'intéresse au silex. Et puis en travaillant dans les champs, bon, j'essaie de regarder si je trouvais pas des silex taillés. Ben, ici, on peut trouver des haches en silex taillé ou même en pierre polie. Donc pas très anciens, quoi, qui ont 5000 ans avant Jésus-Christ, entre 3000 et puis 5000 ans avant Jésus-Christ. Puis autrement, bon, y a beaucoup d'éclats, beaucoup de petites lames. Moi, je suis toujours surpris de la petitesse des CH par rapport à la taille des bestiaux auxquels ils avaient affaire. Et j'imaginais, moi, quand je trouve quelque chose, je voudrais que ce soit quelque chose d'énorme, quoi, enfin, qui corresponde aux besoins qu'ils pouvaient en avoir, quoi. Et puis en réalité, bon, on trouve de petits outils. Et bon, ça me surprend un peu, quoi. Enfin, j'ai du mal à les imaginer, à les attaquer ces bestiaux avec ça, quoi. Enfin, non, mais bon, tu vois, on retrouve déjà qu'une partie de l'outillage, hein, ouais. Puisqu'on retrouve que les outils en silex. Donc, de toute façon, ils avaient des arcs, ils avaient des saguets, ils avaient des propulseurs qui permettaient de lancer des saguets bien plus loin enfin, qui démultipliaient la puissance du bras. Donc, et puis, on a l'exemple de civilisation qui encore à l'heure actuelle utilisent les mêmes outils, quoi, et arrivent à où ils sont avec les mêmes outils. il était cassé, non? Oh non, pas sûr. Ça dépend comment ils les ont taillés. Ça peut être un éclat qui est parti juste. Ça coupe. Juste comme ça. Bah oui, ça coupe. Hein. Ça, c'est étonnant. On croirait vraiment un couteau. Bon, la première petite hache polie que j'ai trouvée, elle m'a impressionné, quoi. Bon, je me suis dit, il y a 5000 ans qu'elle est là dans le sol, et puis elle n'a pas bougé, et puis c'est le témoignage d'un homme qui s'en est servi, quoi. Et ça m'a... Bon, il y a une certaine émotion là-dedans.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelqu'un qui voit ces bosses, il pense à des tas de pierres, des tas de cailloux, des tas de terre recouverts d'herbe. En réalité, ce sont des tumulus, c'est des tertres funéraires qui contiennent des sépultures qui datent de entre 600, 700, 800, 900 avant Jésus-Christ. Ce sont les tumulus de Chaffois. Un tumulus, c'est un petit cimetière qui peut être individuel, c'est un tertre. Voilà. D'abord, pourquoi les gens... Bon, je vais commencer l'histoire à l'envers. On pose la question aux gens, dans votre famille, vous avez une tombe au cimetière. Pourquoi il y a une grosse pierre en granit dessus? Ils sont incapables de vous répondre. Ils disent, mais parce qu'on met toujours des grosses pierres en granit dans les cimetières. Et je leur dis, vous savez que ça vient depuis la préhistoire, ça. On met des grosses pierres, pourquoi? Pour protéger les gens qui sont enterrés là. C'est difficile des fois de trouver des grosses dalles ou des grosses pierres. Bon, alors, il y a des pays où on a inhumé les morts et on a fait une grosse protection sous forme d'un gros tas de terre. Mais pour un individu qui était protégé. Et plus il était important, plus on faisait un gros tas de terre, de pierres, un assemblage d'un tas de choses pour vraiment protéger son corps et lui ériger un tertre en son honneur. De métier, je suis peintre, mais il m'arrive d'être cinéaste, d'être archéologue, d'être alpiniste, je suis pilote de delta, je fais du parapente, qu'est-ce que je fais d'autre, je sais pas. J'aime bien aussi flâner, j'aime mon pays, je connais bien, j'ai fait deux fois le tour du monde. Bon, ben, enfin, j'aime bien le Japon, mais j'aime bien aussi Château-Chalon, par exemple. J'aime bien le Jura, j'aime bien mon pays, j'aime l'archéologie, c'est une de mes passions, bon. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, par exemple, en supposant qu'à la suite d'une catastrophe, mon atelier se trouve enfoui et pas trop abîmé, ben, je serais bien content pour les archéologues dans 2000 ans. Ils vont essayer d'imaginer quelle vie saugrenue je menais, à quoi pouvaient servir mes instruments, ça va être assez formidable. Malheureusement, ils vont, par exemple, mes pinceaux. Les poils des pinceaux auront disparu, le manche aura disparu, il restera que la virole. Alors ils vont regarder dedans, ils vont se demander à quoi ça pouvait servir. C'est ça l'archéologie. C'est terrible, c'est pas évident. Le fragment de croix, il vient ici aussi. Là-bas, il y avait le fragment de croix, il vient ici.
pratiquement rien dedans. Allez, continue. Je m'appelle Marcel Vigmel, je suis opticien à Lons-le-Saunier et je dois dire que j'ai un petit faible pour l'archéologie. Mes parents tenaient un restaurant à Doucier et comme on était tout près du lac de Chalin, eh ben, ma foi, tout naturellement, on allait voir les gars qui à l'époque prenaient pension chez mes parents et fouillaient. On allait comme ça discrètement à l'aube chercher au bord du lac des pointes de flèches, des gaines de hache. On n'avait pas d'arrière-pensée puisque à l'époque, fouiller à Chalin, c'était aussi naturel que d'aller aux Noisettes. À partir de là, je suis rentré dans le circuit fouille normale, avec autorisation et tout ça. Et après, nous avons fouillé donc le site d'Arlay, le site de Montmoreau, Cuiseaux, et le point d'orgue de mes recherches, ça a été le site de Gigny. L'intérêt de cette caverne, en plus, c'est que nous n'avons jamais trouvé vraiment de niveau stérile. Du début jusqu'à la fin, les derniers occupants étant du Moyen-Âge, puisque les gens de la vallée ont occupé la caverne pendant la guerre de 30 ans, quand les Français ont annexé la comté. Après, on trouve les niveaux de l'âge du bronze, de l'âge du fer, le néolithique, un petit peu de paléolithique supérieur, mais très peu, ce qui prouve que quand même des chasseurs venaient se reposer ici dans cette caverne. Et puis, nous allons trouver, pour la première fois dans le Jura, une accumulation énorme de niveaux qu'on appelle moustériens. Ces néandertaliens, puisque c'est eux qui ont taillé les silex qu'on a trouvés, vivaient alors uniquement de la chasse et de la cueillette. À la lueur des fouilles, on peut penser que la grotte de Gigny n'a jamais été un habitat permanent, sauf pour les périodes les plus récentes de l'âge des métaux. La nature de ce qu'on trouve dans la grotte, c'est-à-dire très peu de silex taillés sur place, mais surtout des outils, des os de bêtes, restes de ce que consommait l'homme préhistorique, laissent à penser qu'ici, il n'y avait pas d'habitat permanent. C'était plutôt des haltes de chasse. Une drague qui enlevait du gravier au bas de la Saône à Mantoche, au bas du village, a sorti du lit de la rivière une épée en bronze. C'est alors que j'ai pris conscience de l'importance de cette découverte et que je suis, grâce à mon ami Thévenin, entré en contact avec monsieur le professeur Millotte, qui est venu voir cette épée qui est actuellement déposée au château du village et qui m'a incité à surveiller les dragages de la Saône. Oui. Je suis devenu donc un archéologue surveillant de toutes les fondations qui pouvaient se creuser, fondations de maisons, travaux agricoles. J'ai parcouru des kilomètres de fossés de façon à découvrir, quand la terre était ouverte, des sites archéologiques. Les fossés, dans les fossés, on en arrive à trouver quelquefois des fonds de cabanes, des murs gallo-romains, des ateliers de potiers. Et je me suis complu à tenir ce rôle de surveillant pour toute la région du Pays de Grès. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction car j'ai découvert de nombreux sites archéologiques. J'ai eu un jour une fillette qui, en se baignant dans la rivière, à la plage de Mantoche, s'amusait à ramasser du gravier dans le fond de la rivière. Et elle regardait ce qu'elle remontait comme grain de gravier. Et dans son après-midi, elle a remonté une bague en fer, une bague en fil de fer, mais aussi une magnifique pointe de flèche en bronze qui m'a permis de redétecter un site de l'âge du bronze en bordure de la rivière. C'était quelque chose de très très important.
J'ai toujours ressenti une grande émotion quand je retrouvais des objets qui avaient été déposés par mes prédécesseurs dans les musées. Et cette émotion, j'ai voulu la faire ressentir à ceux qui viendront aussi après moi. Et ça m'a incité à ne pas être attaché aux objets, mais à rapidement, aussitôt que je les avais trouvés, les déposer en lieu sûr. L'archéologue ne travaille pas pour lui-même, mais il travaille pour les générations qui viennent. En 1986, le musée d'archéologie de Lons-le-Saunier a organisé une exposition très originale. Il s'agissait de dessins et aussi de réalisations d'enfants. Moi, je penserais surtout au danger si j'avais à aller retourner 10 000 ans en arrière. Moi, j'aimerais y aller pour voir si les choses de maintenant me manqueraient. Par exemple, si le matin d'écouter la radio, ça me manquerait, de regarder la télévision aussi, de mettre des disques aussi, puis de venir à l'école. Moi, j'irais surtout là-bas pour découvrir ce qu'on ne peut pas découvrir à notre époque et aussi savoir comment ils se parlaient, comment ils ont eu l'idée d'écrire, comment ils ont découvert le feu, comment ils ont pu, comment aussi ils ont eu l'idée de se fabriquer des outils. Nous avons également travaillé avec des plasticiens qui, eux, essayent de confronter leur regard, la façon dont ils imaginent la préhistoire, par exemple à travers ce qu'on leur avait appris à l'école, avec la façon qu'ont les archéologues de la voir. Et c'est souvent une confrontation qui est assez instructive. Non, je pourrais sculpter le fil. Actuellement, le musée d'archéologie de Lons-le-Saunier a demandé à José de Cora d'imaginer une présentation pour la pirogue de Chalain. La pirogue de Chalain est une des pièces maîtresses du musée de Lons. Elle a été découverte en 1904 au bord du lac à Chalain. Elle a été datée en 1985, de l'âge du bronze final. Et Josette est chargée d'imaginer la façon dont cette pirogue a pu être utilisée par les gens il y a quelques 3000 ans au bord du lac de Chalain. En fait, mais je pense le prévoir parce que ça me semble très vide. Puis on connaît assez bien, disons, la fonction de ces pirogues-là, toujours d'après l'ethnographie. Alors, j'avais la vision qu'en général les gens ont, c'est-à-dire des personnages beaucoup plus primitifs qu'ils l'étaient, quasiment nus, légèrement primitifs, ou plus que légèrement primitifs. Et il a fallu que j'apprenne un certain nombre de choses sur une époque qui, finalement, au lieu d'être avant-avant-hier, est plutôt hier. En réalité, j'ai vécu mon enfance dans un village qui, à mon avis, était plus près du néolithique qu'il ne l'est maintenant. À la maison, nous faisions tout. Nous faisions le blé, nous faisions le pain, nous faisions le vin. Nous avions notre chauffage qui était procuré par les arbres qui étaient autour de la maison. Et c'était finalement beaucoup plus près du néolithique que notre époque ne l'est maintenant. On ne peut pas se placer dans les mentalités, mais il semble en tout cas que les relations, je crois que ce serait trop optimiste de penser qu'elles étaient particulièrement chaleureuses, mais elles étaient proches. Elles étaient proches, alors que maintenant, finalement, le travail et les relations sont partagés en tranches. Je ne pense pas que la vie était coupée en tranches, mais je pense que la vie était suffisamment difficile pour que je n'en rêve pas. Moi, il semble que
l'histoire est devenue une matière scolaire, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est considéré comme le moment embêtant dont on s'occupe. Alors qu'en réalité, moi je me rappelle dans mon enfance, les vieux racontaient l'histoire qui, dans notre esprit, n'était pas une matière scolaire. C'était une espèce de réalité qui établissait un fil entre les générations. Et j'ai un petit peu peur que ce fil soit un petit peu rompu. Ça détruit de tous les bouts. Non, mais en fait, l'archéologie, elle s'adapte. Et elle s'adapte aux circonstances. En réalité, l'archéologie que nous faisons aujourd'hui, c'est pas du tout la même que celle qui se faisait au milieu du 19e. Et c'est pas celle qui se fera... Et c'est certainement pas celle qui se fera au milieu du 21e siècle. Et je pense pas qu'elle soit à court d'arguments d'ici demain. Par contre, elle peut être rapidement à court de documents de première main. Ça, c'est un autre problème. Oui, parce qu'en fait, sur Chalain, on a, comment dire, affaire à des vestiges qui sont parmi les mieux conservés qu'on puisse trouver en ce bas monde. Tous les tissus sont conservés, les traces d'aliments à l'intérieur des poteries, les manches, les outils, etc., les dépotoirs, les maisons. Et c'est le seul moyen qu'on ait, il n'y en a pas d'autres actuellement dans l'Est de la France, de connaître, de restituer l'histoire de populations qui ont mis en place tous les paysages, toutes les structures agraires, tous les chemins, les types de commerce qu'on a pratiqués pratiquement jusqu'au 19e siècle. C'est de l'histoire très très proche en fait. On croyait que le néolithique, il y a 6000 ans, on avait affaire à des gens très primitifs. En fait, on s'aperçoit que on étudie nos ancêtres directs. Bon, on pense toujours, on a tendance à penser qu'il y a une coupure entre l'archéologie et la vie actuelle. En fait, les populations qui vivaient autrefois, vis-à-vis des populations qui vivent actuellement, c'est-à-dire nous, il y a un continuum régulier. À savoir, on dit souvent que l'archéologie est la science des poubelles, c'est vrai, parce que on ne fouille que ce que nous ont laissé nos ancêtres. Et en général, où est-ce que s'accumulent beaucoup de choses? Dans les poubelles. Ce que je voudrais dire, c'est que la bouteille de Coca-Cola fera partie dans un certain nombre de centaines d'années du patrimoine archéologique. Il y a une continuité entre les populations dites archéologiques anciennes et les populations actuelles. Il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est quand on me dit alors au musée vous êtes toujours dans vos cailloux. Bon, l'archéologie c'est pas des fossiles, des vieilles choses préhistoriques poussiéreuses. L'archéologie c'est la vie des hommes et ça s'arrête il y a 5 minutes.